Quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je devais avoir 14 ou 15 ans, et il y a une sorte de paradoxe qui s'est révélé à mes yeux. Je ne comprenais pas comment c'était possible qu'on fasse tous l'expérience du même réel, on ait tous les mêmes besoins, on doit manger, boire, dormir, on a besoin d'un abri, et pourtant on peut avoir des opinions aussi différentes sur la manière dont la société doit être organisée. La politique, c'était vraiment une sorte de chaos pour moi, parce qu'il y avait tous ces gens qui avaient des opinions différentes sur la manière dont on doit vivre nos vies, et pas de manière rationnelle et claire de les distinguer et de savoir qui avait raison. Mon enquête, elle a vraiment commencé quand j'ai découvert un outil qui s'appelle le Political Compass, la boussole politique. C'est tout simplement un questionnaire qu'on peut passer sur Internet assez rapidement et qui va nous placer sur deux axes. Le premier axe, c'est l'axe horizontal, l'axe économique, qui va de droite économique à la gauche économique. Si vous êtes à droite, vous êtes plutôt libéral d'un point de vue économique. Vous pensez que les entreprises devraient être entièrement libres, peu taxées et qu'il devrait être facile d'entreprendre avec peu de régulation. Et si vous êtes plutôt à gauche sur cet axe, vous pensez que la société ne devrait pas s'organiser en fonction des entreprises privées et qu'elles oppriment leurs salariés. Au contraire, elle devrait être régulée. Maintenant, il y a un second axe, l'axe vertical, qui est entre autoritarisme et libertarianisme. L'autoritarisme, c'est le fait de dire que l'État devrait avoir un rôle prépondérant dans le pays et avoir un grand contrôle dans la vie des gens, notamment à travers un leader fort qui a beaucoup de pouvoir. A l'inverse, les libertariens, qui sont plutôt en bas, pensent que la liberté individuelle devrait primer et que l'État ne devrait jamais pouvoir empiéter dessus. Voilà quelques exemples. Le fascisme, tel que décrit par Mussolini dans son livre La doctrine du fascisme, c'est une idéologie qui est plutôt tout en haut à droite, parce qu'elle prône un État très fort. C'est écrit dans le livre, l'individu doit se fondre dans la masse et c'est le corps qui est la nation qui donne un sens à la vie des individus. Donc c'est tout en haut. Et puis sur l'axe économique, c'est aussi plutôt à droite parce qu'il n'y a pas de volonté de réprimer les entreprises privées. Au contraire, elles sont acceptées et l'État collabore avec elles. Maintenant, si on va tout en haut à gauche, on trouve plutôt le communisme. Par exemple, le communisme autoritaire de Staline. Là, clairement, c'est aussi un État fort, d'ailleurs avec un culte de la personnalité, comme pour Mussolini. Mais il y a la volonté communiste de supprimer les entreprises privées pour que l'État ait un contrôle total sur le pays. Ensuite, si on va tout en bas à gauche, on a des gens qu'on connaît un petit peu moins en France, qui sont plutôt les anarcho-communistes. Les gens qui sont à la fois pour que les entreprises aient un pouvoir faible, mais à la fois aussi pour que l'État ait un pouvoir faible. Ça pourrait être des gens comme Noam Chomsky. C'est sur ce modèle que sont organisées les communautés autogérées, comme par exemple les kibbutz en Israël ou les hippies aux États-Unis. D'ailleurs, c'est là qu'on classerait les antifas. Et ensuite, si on va tout en bas à droite, on a les gens qui veulent que les entreprises soient entièrement libres, mais que l'État soit le plus faible possible. C'est plutôt les libertariens aux États-Unis. C'est un petit peu le cliché du redneck avec son flingue, qui se méfie des régulations de l'État, mais qui ne se méfie pas du pouvoir des entreprises privées. C'est aussi là qu'on mettrait le libéralisme économique total, comme celui d'Adam Smith, de Friedrich Hayek ou de Milton Friedman. Quand j'ai découvert cet outil, ça m'a vraiment fasciné parce que j'avais toujours entendu parler de l'axe gauche-droite, et les hommes politiques souvent sont plutôt faciles à situer dessus, mais quand on pense aux penseurs et aux philosophies politiques, c'est beaucoup moins clair. Grâce à ce graphique, je pouvais passer le test en me mettant à la place de plein de personnes différentes, même si eux passaient pas le test, je pouvais créer une sorte d'approximation de leur opinion en répondant aux questions à leur place et du coup savoir si j'étais loin de leurs opinions ou pas. J'avais même imaginé cette méthode où si je voulais savoir pour qui voter, j'avais qu'à passer le test à la place des principaux candidats et voir simplement celui qui est le plus proche de moi. Maintenant, quand j'ai commencé à en parler à mes amis, ils ont vite soulevé un problème qui est que au fond, deux axes c'est mieux que un, mais ça reste une grande simplification. Par exemple, ça prend pas du tout en compte le progressisme ou le traditionnalisme. Oui, en fait, on peut être à n'importe lequel de ces endroits et être soit progressiste, soit traditionnaliste. Par exemple, là, je pense à Ben Shapiro. C'est un commentateur politique américain qui est assez populaire là-bas et qui est clairement tout en bas à droite. Il est pour un marché vraiment dérégulé et pour un État faible, qui ne s'occupe que des fonctions régaliennes. Par contre, lui, sur le plan des valeurs sociétales, il est très traditionnaliste. C'est un juif orthodoxe qui n'a pas couché avec sa femme avant le mariage et qui vit vraiment dans la tradition et la religion. À l'opposé, on pourrait trouver Ayn Rand, qui est peut-être l'auteure la plus influente de l'histoire des États-Unis et qu'on pourrait classer au même endroit que lui sur ce graphique. Elle est totalement libérale d'un point de vue économique et pour un État très faible. Par contre, d'un point de vue sociétal, elle n'a aucun problème avec le progrès et critique beaucoup la tradition. Donc si on veut vraiment comprendre les différences politiques, il faudrait créer ce troisième axe, cette espèce d'espace en 3 dimensions plutôt que d'avoir juste un plan en 2 dimensions. Évidemment, vous connaissez la suite. Pour vraiment pouvoir représenter l'opinion politique de quelqu'un proprement, il faudrait en fait encore rajouter des dimensions. Et on pourrait imaginer, si on voit ça d'un point de vue un peu mathématique, qu'avec n étant le nombre de dimensions du modèle
tendant vers l'infini, on pourrait se rapprocher au fil du temps de la réelle position politique de la personne. Maintenant, en continuant mes recherches, je me suis rendu compte que sur Internet, il y avait en effet des personnes qui avaient créé des tests plus élaborés. Par exemple, sur le site 8 Values, on retrouve dans économie, égalité contre marché, là c'est clairement l'axe horizontal. Dans civil, liberté contre autorité, là c'est clairement l'axe vertical. Mais on a dans sociétal, tradition contre progrès, là c'est exactement le troisième axe que je viens de décrire. Et puis on en a encore un quatrième, dans diplomatique, nation contre monde. Et c'est vrai qu'entre un communiste qui est totalement internationaliste et un communiste qui se concentre sur sa nation, comme fait Chavez par exemple au Venezuela, ça n'a clairement aucun rapport. Et il y a même des gens qui ont créé des tests encore beaucoup plus grands, je vais vous les mettre dans la description. Maintenant, tout ça, ça m'a donné une vision plus claire de la politique parce qu'enfin j'avais un moyen mathématique, presque scientifique, de l'encapsuler et de comprendre comment classer les gens et comment comprendre leurs différences. Mais la question principale n'avait toujours pas de réponse. Pourquoi est-ce que les gens ont des opinions aussi différentes? Qu'est-ce qui nous permettrait de prédire qu'ils se trouvent à un endroit précis du graphique ou à un autre? Pour comprendre ça, il fallait aller dans la psychométrie. La psychométrie, c'est un domaine assez bizarre puisqu'il vise à mesurer la psychologie. Et par définition, la psychologie, c'est quelque chose d'un peu vague. C'est pas une science dure comme la physique où on mesure un objet et on sait quelle taille il fait. Donc la psychométrie, ça doit toujours passer par beaucoup de questionnaires. Les résultats ne sont pas forcément toujours fiables et ça prend beaucoup de temps d'isoler des facteurs dont on est sûr qu'ils existent et qu'ils diffèrent entre les individus. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur la psychométrie, on avait vu comment marchait le modèle du Big Five, les 5 grands traits de la personnalité. Et on avait vu que déjà il y avait des différences politiques au sein de ce test, puisque les gens de gauche en moyenne étaient plus hauts en ouverture, c'est-à-dire plus ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles expériences, mais plus bas en moyenne en conscienciosité, c'est-à-dire le caractère d'être ordonné et travailleur. Et à l'inverse, les gens de droite, en moyenne, ils tendaient à être plus hauts en conscienciosité, plus ordonnés, plus travailleurs, mais moins ouverts aux nouvelles expériences et aux nouvelles idées. Mais ce test-là, il a été avant tout conçu pour comprendre les personnalités et pas les opinions politiques et morales. Ça, c'est plutôt ce qu'un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt a pris 20 ans à faire. Et on en a déjà parlé, c'est le même dont j'ai parlé dans la dernière vidéo qui théorisait justement qu'en surprotégeant les enfants, eh bien, on les affaiblissait. À force de passer des années à faire passer des questionnaires aux gens pour comprendre d'où viennent leurs intuitions morales et d'où viennent leurs opinions politiques, il a extrait 6 fondations qui sont les 6 fondations de la morale et qui correspondent un petit peu aux papilles qui nous permettent de ressentir est-ce que quelque chose est moral ou est-ce que quelque chose n'est pas moral. Ces 6 fondations sont les suivantes: la compassion, la liberté, la justice, la loyauté au groupe, le respect de l'autorité et le sacré. La première fondation, qui est la compassion, elle peut se résumer à le pauvre, il faut l'aider. C'est exactement ce qui est activé quand je vous montre cette image. L'explication évolutionnaire derrière, c'est que à l'origine, on a besoin de cette compassion pour permettre aux jeunes enfants de survivre. Les humains, on est une espèce qui naît prématurément. On naît alors qu'on n'est pas encore totalement fini, on a besoin de nombreuses années, contrairement à la majorité des animaux ou même des mammifères, pour pouvoir se développer. Et donc, si les parents n'ont pas un extrêmement fort lien d'empathie avec leurs enfants, ils ne vont pas pouvoir perpétuer l'espèce. D'ailleurs, ce lien, il est principalement permis par l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui correspond vraiment au toucher, à la maternité. C'est ce qui correspond au lien très fort qu'ont par exemple les femmes avec leurs enfants. Mais c'est aussi un neurotransmetteur qui est sécrété pendant les contacts physiques et qui joue un grand rôle dans l'attachement émotionnel. La deuxième fondation, la liberté, elle se résume à le pauvre, il faut le libérer. Elle est activée quand je vous montre cette image. L'explication évolutionnaire qu'on peut trouver derrière, c'est la nécessité de se protéger contre les mâles alpha oppressifs. Dans la majorité des espèces de primates, l'organisation sociale, contrairement à ce qu'on peut en dire aujourd'hui dans les cours de biologie, elle fonctionne avec des groupes qui ont un mâle dominant. Et il se trouve que lorsque ce mâle montre les pires aspects de la masculinité, qui sont vouloir tout contrôler, être tyrannique et harceler les membres du groupe, eh bien il faut que d'autres membres du groupe, plus faibles, s'unissent pour le renverser. C'est cette pulsion qui se trouve typiquement derrière les droits de l'homme et aussi derrière notre indignation quand on voit la situation en Corée du Nord. La troisième fondation, la justice, elle peut se résumer à « lui, il triche ». C'est exactement ce qui est activé quand on voit des affiches de campagne comme celle-ci qui dit « coupons les allocs pour ceux qui refusent de travailler ». Elle se base sur la réciprocité entre les interactions humaines, sur le « si je te donne, alors toi, tu me rendras plus tard ». Et à l'origine, elle a évolué parce que elle nous permet de bénéficier des avantages de la confiance. Si deux groupes sont en compétition, mais que dans un groupe, tout le monde est altruiste et que dans l'autre groupe, tout le monde joue perso, eh bien c'est évidemment le groupe où les individus sont altruistes et s'entraident qui va survivre. Mais c'est aussi ce qui explique qu'on a un logiciel à détection de tricheurs qui soit aussi puissant. Parce que si on travaille pour le groupe,
On veut surtout pouvoir bien détecter ceux qui vont tricher, ceux qui vont bénéficier du groupe, mais ne pas travailler en retour. Et comme on va le voir, on a tous une sensibilité différente sur cet axe. La quatrième fondation, c'est la loyauté au groupe. Et elle peut se résumer à « lui, c'est un traître » ou alors « lui, c'est l'un des nôtres ». C'est exactement ce qu'on ressent quand on voit cette image. Si vous êtes fan de foot, soit vous voyez quelqu'un qui fait partie de votre groupe, soit vous voyez un ennemi. D'un point de vue évolutionnaire, elle correspond à la nécessité de former des coalitions unies. Et elle explique qu'on est aussi un aussi bon logiciel pour détecter les traîtres, mais cette fois, ce n'est pas les tricheurs qui jouent perso dans un groupe, c'est plutôt les traîtres qui travaillent pour un autre groupe plutôt que le nôtre. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent à quel point le tribalisme, cette volonté d'appartenir à un groupe, est très forte chez nous. Un exemple, c'est une expérience assez intéressante dans les années 50 qui a été faite par un scientifique qui a réussi à convaincre, il me semble, 24 couples de parents de prendre leur enfant pendant un été. Il a séparé les enfants en 2 groupes et les a fait vivre dans une forêt à 2 endroits différents de manière à ce qu'aucun des 2 groupes ne savait que l'autre existait. Ils ont chacun de leur côté créé une sorte de culture avec des chants et ils se sont donné un nom. Et il se trouve qu'au moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre groupe et qu'ils ont commencé à interagir, là il y a directement des tensions qui se sont créées. Évidemment, lorsque le scientifique a organisé des Jeux Olympiques où ils devaient s'affronter sur des épreuves, eh bien la compétition est devenue féroce, alors qu'à la base, ils avaient été placés là de manière complètement arbitraire. La 5e et avant-dernière base, c'est le respect de l'autorité. Elle se résume à « lui, il s'intègre bien, il respecte la hiérarchie » ou alors « lui, c'est un rebelle ». C'est ce qui est activé quand je vous montre ça. D'ailleurs, il y a certains d'entre nous qui sont vraiment attirés par ça et aiment l'aspect militaire et obéir aux ordres, et d'autres personnes pour qui c'est complètement irrationnel. L'hypothèse, c'est que, d'un point de vue évolutionnaire, elle a émergé parce qu'elle permet de s'organiser en hiérarchie de compétences qui permettent en fait d'être plus efficaces. Si c'est la personne la plus compétente dans un domaine qui prend les décisions et que les autres l'écoutent sans broncher, dans beaucoup de situations, ça va sauver le groupe. Et enfin, la dernière de ces bases morales, c'est la distinction entre le sacré et le profane. Ça correspond à « ça, c'est impur, t'approches pas ». C'est une fondation qui est extrêmement présente dans la religion, mais ce qui est vraiment intéressant, et ce que j'avais jamais entendu avant d'avoir lu le livre de Haidt, c'est que pour lui, ça correspond à notre volonté de s'écarter de ce qui est dangereux pour notre système immunitaire. C'est un petit peu comme le système immunitaire étendu, qui n'est pas à l'intérieur de notre corps, mais plutôt à l'extérieur, et qui agit par nos comportements. Puisqu'on est omnivore, on peut manger de un petit peu tout, donc on est toujours tenté de tester de nouvelles choses, mais ça veut dire que de l'autre côté, on doit aussi avoir une méfiance pour la nouveauté. Dans les religions, c'est aussi de cette racine que viennent les mythes, par exemple, de la pureté, comme la Vierge Marie dans le christianisme. Mais d'ailleurs, c'est exactement la même fondation qui va être activée quand, en Inde, un Indien d'une caste supérieure ne voudra pas s'approcher d'un intouchable. Maintenant, si tout se passe bien, sur les 6 fondations que je viens d'énoncer, il y en a certaines qui ont eu un fort impact sur vous et d'autres pas du tout. Eh bien, c'est exactement ce qu'a trouvé Haidt en faisant passer des questionnaires qui testent la sensibilité à ces 6 fondations à des dizaines de milliers de personnes. Voilà ce qu'il a trouvé. La gauche base principalement ses arguments et sa sensibilité sur la compassion, la première base, pas mal sur la liberté, la seconde, et puis un petit peu sur la 3e, qui est celle de la justice contre la triche. Par contre, elle se base quasiment pas sur les 3 dernières, que ce soit dans la sensibilité des militants de gauche ou alors dans les discours des hommes politiques de gauche. On a rarement ces appels au sacré et à la hiérarchie et au tribalisme. Mais pour la droite, il semble que le résultat est un petit peu plus équilibré. En fait, on a les 6 fondations qui sont utilisées, et même s'il y a des petites variations, elles sont toutes à peu près utilisées également. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? La première conclusion à avoir, c'est que, en politique aussi bien qu'en morale, l'intuition prévaut sur le rationnel. On croit souvent que les débats politiques, c'est je vais convaincre quelqu'un rationnellement avec des arguments économiques comme on voit à la télé. Mais en fait, quand on comprend ces fondations, on comprend que c'est avant tout émotionnel et instinctif. Il y a même des études qui ont été faites avec des électroencéphalogrammes et qui montrent que les jugements moraux devant des phrases se font d'abord au niveau émotionnel avant qu'il y ait de rationalisation qui soit créée pour expliquer pourquoi est-ce que c'est bien ou pourquoi est-ce que c'est mal. Il y a aussi une scène qui est assez marrante dans le livre où Haidt il va faire des entretiens avec des gens et à chaque fois, il va leur parler de quelque chose qui est plutôt considéré comme immoral. Par exemple, un frère et une sœur qui couchent ensemble. Et il voit que les gens qui sont plutôt bien éduqués, ils vont lui dire c'est totalement immoral et ils vont lui expliquer pourquoi avec tout un tas d'arguments. Mais les gens qui sont à un niveau d'éducation plus faible, par exemple qui n'ont pas fini le lycée, ils vont dire exactement la même chose, c'est immoral, mais ils vont pas savoir expliquer pourquoi. Et lui, quand il demande pourquoi est-ce que c'est immoral, ils vont juste dire tu sais bien pourquoi c'est immoral, c'est évident, ils vont juste répéter la question en fait. Ça montre, et j'en ai très souvent eu l'expérience, qu'on peut avoir des intuitions morales qui sont vraies, qui sont bonnes, en sachant absolument pas expliquer pourquoi. Et c'est assez beau parce que cette manière de voir le monde, elle permet de comprendre que le jeu politique, c'est un petit peu comme
une tension infinie entre des instincts différents qui n'existent pas seulement à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi globalement au sein de la civilisation, parce qu'ils sont représentés par des personnes différentes. Et que c'est ce combat entre ces différents instincts qui permet de trouver un équilibre. Mais que bien sûr, de la même manière qu'un individu peut être déséquilibré dans un sens ou d'un autre, la société peut être déséquilibrée dans un sens ou dans un autre. Ce que ça montre aussi pour ceux qui sont plutôt dans le débat, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un, eh bien ça ne sert à rien de l'assommer d'arguments rationnels, il faut simplement comprendre à quelle base il est sensible et donc comment utiliser ces bases pour le convaincre. Et la deuxième conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si on peut classer les gens à travers ces 6 dimensions, il doit probablement y avoir des bases génétiques derrière. Et ça ne manque pas puisque les études sur ce sujet montrent que l'héritabilité génétique dans la sensibilité à ces 6 fondations est entre 1/3 et la moitié. Comment on le sait? C'est surtout grâce aux études sur les jumeaux. Vous savez qu'en génétique, vraiment le standard doré, la situation parfaite, c'est quand des jumeaux sont monozygotes et sont séparés à la naissance. C'est-à-dire qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique, mais qu'ils ont eu des environnements complètement différents. Alors évidemment, c'est très rare puisque déjà des jumeaux, c'est rare. Des jumeaux monozygotes, c'est encore plus rare. Des enfants séparés à la naissance et qui vivent dans des familles adoptives différentes, c'est très rare. Alors des jumeaux monozygotes séparés à la naissance, c'est encore plus rare. Mais en plus des très nombreuses similarités qu'on trouve souvent chez eux et qui ont beaucoup été étudiées en génétique, que ce soit au niveau des traits de la personnalité, le QI, l'agressivité, tout ça, on trouve la même forte similarité pour ses sensibilités morales et politiques. On sait même aujourd'hui quel type de mécanisme pourrait causer ce genre de différence, puisque par exemple, on a identifié des différences moyennes dans les récepteurs de la dopamine entre les gens de gauche et les gens de droite. Ça pourrait être lié au trait ouverture dont je parlais tout à l'heure, parce que l'attrait à la nouveauté, aux nouvelles choses, est justement géré énormément chez l'humain par la dopamine. La dopamine correspond souvent au plaisir par anticipation. Donc ça paraît logique qu'en moyenne, les gens qui sont plutôt de gauche, s'ils sont plus souvent dans ce plaisir de la nouveauté, eh bien ils aient des différences avec les gens qui sont plutôt de droite au niveau de leur récepteur de la dopamine. Et on a trouvé ce même type de différence politique sur d'autres neurotransmetteurs comme la sérotonine et le glutamate. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait étudié et identifié tous ces facteurs biologiques et génétiques qui contribuent à faire de nous qui on est. Mais ce qui est sûr, c'est que en voyant ce genre d'exemple, par exemple celui de la dopamine, on peut comprendre le genre de chemin que prennent ces facteurs-là, et même si on ne les a pas encore identifiés, on a cette vision globale de qu'est-ce qui fait toute la diversité des humains, non seulement la diversité au sein des groupes, mais aussi la diversité des groupes qui ont pu évoluer dans des milieux différents et donc avoir des caractéristiques différentes. Et juste avant de partir, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais il faut quand même que je vous mette la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne de l'atelier, réalisée par Guillaume. Elle est vraiment incroyable. Récemment, un ami remarqua: je ne savais pas que les gens achetaient encore des statues. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Je lui répondis: voici un de tes ancêtres, des plus illustres. Il a bâti le monde dans lequel tu vis, et il est mort tourmenté. Es-tu digne de cet héritage? Quand viendra ton tour? Que lègueras-tu? Voici, je lui dis, l'utilité de cette statue. Ces questions, elle me les pose chaque jour qui me rapproche de la mort. Elle me rappelle la dette que j'ai envers le passé et l'avenir. Elle me rappelle que je n'ai pas le droit de vivre vainement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné ce prisme pour comprendre la politique d'une manière nouvelle. Personnellement, j'utilise depuis quelques semaines et c'est vraiment intéressant d'identifier ces 6 fondations à chaque fois qu'on les voit. On se rend compte qu'elles sont vraiment partout. En plus des liens des différentes boussoles politiques, je vous mets aussi le lien du questionnaire de Jonathan Haidt justement pour vous classer sur ces 6 fondations morales dans la description. Allez, à bientôt.